Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un spectacle de désolation auquel les Niamais ont assisté hier suite aux manifestations des étudiants au cours desquelles plusieurs biens matériels, privés comme publics, ont été sérieusement endommagés. C'est la deuxième sortie du genre de ces étudiants qui a suscité ce territorial de l'Hajj Moussa Amani. Oui, et ce fut un bis repetita plus malheureux et davantage condamnable. Ils misent à sac avec hargne et mépris de biens sociaux autant étatiques, vous l'avez dit, que privés. Les privés qui ont acquis ces biens le plus souvent suite à d'énormes sacrifices et de privations de toutes sortes. Les images de ces casses organisées que vous verrez après cet éditorial sont, comme on le dit, plus parlantes que les mots appropriés. Mais mieux, elles nous interpellent pour nous donner objectivement à réfléchir, à nous interroger sur le lien qu'on pourrait établir entre ces casses qui ne sont que des actes de pur vandalisme, il faut le souligner en passant, et les revendications des étudiants. Revendications liées, pour précision, à l'aide sociale. Oui, quel lien? Quel lien quand on sait que généralement, la démarche jusque-là imprimée aux manifestations estudiantines et scolaires se fonde sur le dépôt d'une plateforme revendicative qu'on cherche à faire aboutir à force de négociations, de discussions, de slogans, de points levés ou pire, en décrétant un arrêt unilatéral des cours. C'est une démarche, ou tout au moins c'était une démarche. Elle était civilisée parce qu'elle excluait de facto toute forme de violence, d'agression ou, dans le cas d'espèce, de destruction du bien public et privé. Toute chose que les étudiants eux-mêmes ont d'ailleurs regretté lors des premières manifestations. Ils avaient même promis, acquis de droit, qu'elles n'arriveraient plus jamais après avoir obtenu la libération de leurs camarades interpellés par les forces de l'ordre. Et aujourd'hui, à l'épreuve du temps et des récentes occurrences, le constat est bien là. Plus amer et plus criard, engageant plus qu'hier la responsabilité des dirigeants des structures organisatrices de cette manifestation. Responsabilité directe ou indirecte, mais responsabilité quand même, ne serait-ce que morale. Elle est plus dérangeante parce qu'embarrassante pour la conscience, pour l'esprit. Et face à cette responsabilité, vous trouvez irrémédiablement, vous le savez, celle de l'État. L'État avec un grand E. Responsabilité dictée par ses droits, ses devoirs, légaux ou constitutionnels. Droits et devoirs, et je me permets de les ajouter, obligation d'assurer en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances la protection des citoyens, de leur matériel et de leurs biens. Tout comme ceux d'ailleurs du domaine public. Alors il est souhaitable que des occasions ne lui soient pas données à l'État d'exercer ses prérogatives. Ces responsabilités de la puissance publique et des étudiants, je le pense, ne sont pas contradictoires. Elles peuvent être fusionnelles dans le temps et l'espace parce que propriété du responsable d'aujourd'hui, qui est l'État, et des responsables de demain, que sont les étudiants. Aujourd'hui, c'est-à-dire le présent, et demain, c'est-à-dire le futur, qui illustre parfaitement ce projet ambitieux de Niamey Niala qui est malheureusement et systématiquement à chaque sortie des scolaires étudiants l'une des cibles de ces manifestations. Des pneus brûlés, dégradant monstrueusement l'asphalte des routes construites à grands frais par l'État, les infrastructures routières détruites, les réalisations d'embellissement de notre capitale saccagées nous donnent un spectacle qui doit pincer, oui, douloureusement le cœur de tout bon citoyen. Pourquoi et que diantre s'en prendre à ces biens communs qui doivent faire la fierté de tous? Pourquoi cette furie destructrice? Pourquoi doit-on à chaque fois amener les gens sur le chemin pénible de Sisyphe, autrement dit, à reprendre éternellement les choses? Sisyphe n'est pas nigérien. Et comme le dit votre adage, notre adage de Nigérien, quand tu ne peux objectivement augmenter le volume de graisse de la gueule tapée pour apprécier son embonpoint ou sa beauté, laisse-le là où il est. Laisse-le là où tu l'as vu. Cela n'est pas un vain mot, un vain adage, ça doit être un comportement de tout temps, de tous les Nigériens, sans exception. C'est en effet un spectacle de désolation auquel les Niamais ont assisté hier suite aux manifestations des étudiants et pour constater l'ampleur des dégâts occasionnés. Une de nos équipes est retournée ce matin sur les lieux. C'est un constat de Jocelyne Amoussou, Issou Suleiman et Hadiza Hamidine. C'est ici que la colère des étudiants a commencé, à la NAB, l'agence nigérienne des allocations et des bourses. Et le tour ce matin sur les lieux nous montre le spectacle désolant.
Grilles de fenêtres arrachées, motos saccagées, télévisions cassées, climatiseurs et même les arbres n'ont pas été épargnés par la furie des étudiants. Et même si la NAB a ouvert ce matin, aucun agent ne travaille et personne ne veut se prononcer sur le bilan des dégâts. Même constat du côté du ministère de la fonction publique, du ministère de l'emploi et de la CNSS, où les étudiants de passage ont pris l'immeuble en sandwich, le saccageant de part et d'autre par des jets de pierre. C'est ainsi que les vitres arrière de la CNSS ont été presque toutes cassées. De même, les voitures des deux ministres, celui de la fonction publique et celui de l'emploi, ont fait les frais des étudiants. D'autres véhicules appartenant à des particuliers ont subi le même sort, ainsi que les enseignes lumineuses identifiant les deux ministères. Face à ces dégâts matériels, la grande question reste comment remédier à ces genres de spectacles. Et relativement à la situation née des manifestations des étudiants, le gouverneur de la région de Niamey, Hamidou Garba, a tenu cet après-midi un point de presse après avoir stigmatisé l'attitude des étudiants. Le gouverneur de Niamey dresse un bilan des casses occasionnées par la sortie des étudiants à travers la ville de Niamey. Nous l'écoutons. Au niveau de la NAB, ils ont saccagé un véhicule Toyota, 5 motos qui ont été endommagées, un ordinateur portable HP, un poste téléviseur, 4 climatiseurs et des vitres, des portes et fenêtres qui ont été saccagées. Au niveau du ministère de l'Environnement, il y a 8 véhicules qui ont été endommagés, dont celui du secrétaire général adjoint du ministère de l'Environnement. Au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, 11 véhicules ont été concassés, dont celui des ministres des Transports et le véhicule du ministre de l'Emploi, des véhicules qui portent le drapeau national. Au niveau de Areva et de Somaïr, il y a 7 véhicules qui ont été concassés également. Au niveau donc du ministère au niveau de la Caisse et au niveau de Somaïr et Areva, il faut rappeler que là aussi les vitres des portes et fenêtres n'ont pas été épargnées. Dans tout ce lot-là, il y a aussi bien des véhicules appartenant à l'administration, qui sont au nombre de 12 environ, mais aussi il y a des biens privés qui appartiennent à des personnes privées qui, Dieu seul sait comment ils sont arrangés pour acquérir ces biens-là. Aujourd'hui, ces étudiants se sont mis à casser le tout. Seulement, ce que ici, moi, je tiens à rappeler, c'est que tout un chacun doit comprendre que nous sommes dans un état de droit et un état de droit à ses règles, et que tout le monde doit respecter ces règles. Les étudiants ont posé des actes. Effectivement, il y a eu des interpellations. Et en tout cas, tous les acteurs de ces actes vont répondre devant les juridictions. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas comprendre quand même qu'un étudiant qui est de surcroît universitaire puisse ignorer cette loi sur l'administration publique. La question qu'on se pose également, un étudiant qui est demain appelé à assurer les hautes fonctions de l'État, s'attaque en tout cas au symbole de l'État à travers les 2 véhicules des ministres qui portent des drapeaux du Niger, qu'ils ont cassés comme ça, et croire que c'est fini, ils vont rester en tout cas impunis. Je pense que trop c'est trop. On ne peut pas continuer à regarder ce qui est fait dans ce pays. Chaque Nigérien a un droit d'aller et de revenir. L'État que nous représentons a le devoir d'assurer en tout cas la quiétude pour tous les citoyens vivant sur le territoire de la ville de Niamey. Les actes de vandalisme auxquels se livrent les scolaires de la capitale ne sont pas de nature à accompagner
Les efforts des autorités nigériennes, qu'il faut le reconnaître, multiplient les réalisations en faveur des populations. Pour preuve, les différents chantiers engagés dans la ville de Niamey dans le cadre du programme Niamey-Niala se poursuivent normalement de Harobanda à Goudel et Tondibia en passant par le boulevard Askia Mohamed et la pose des rails de la boucle ferroviaire. L'avancement des travaux est appréciable. Au constat de nos reporters Tahir Hassan et Moussa Yahya. À l'instar de l'ensemble du pays qui a bénéficié d'importants investissements pour la réalisation d'infrastructures routières depuis l'avènement de la 7e République, Niamey, la capitale, est en perpétuel changement avec plusieurs ouvrages déjà réceptionnés et ouverts à la circulation. Cette tendance se poursuit avec plusieurs chantiers en cours ou en finition dans tous les quartiers de la capitale. C'est ainsi que de Harobanda à Tondibia, en passant par Goudel et le boulevard Askia Mohamed, mais aussi au rond-point des Martyrs où un deuxième échangeur sera construit, ou encore de la ceinture verte à la sortie route de Dosso où les rails de la boucle ferroviaire sont posés. Ce sont de nombreux chantiers qui sont en train de changer le visage de Niamey, la capitale. Les objectifs dans le cadre global, c'est d'abord le programme de développement des infrastructures qui s'inscrit dans le cadre du programme de la Renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a un volet qui concerne la modernisation des villes. Tous ces travaux qui se situent à Niamey s'inscrivent dans ce cadre-là. Donc je parle de modernisation des villes, donc il ne s'agit pas seulement de la capitale. Les autres capitales aussi ont leur programme. À Harobanda, par exemple, c'est le souci d'embellir la ville de Niamey et d'y améliorer les conditions de circulation qui a amené les autorités à greffer au projet de la route Niamey-Namaro une portion urbaine de 5 km 700. En fait, Niamey-Namaro Faré, au début, du PK0 au PK4, donc les travaux sont en 2 fois 2 voies, séparés par des glisseurs de sécurité en béton armé. Et du PK4 au PK5700, c'est une chaussée de 10 mètres, plateforme 10 mètres et une seule voie de 7 mètres avec des accotements de 1,5 mètres de part et d'autre. Vous savez que la route de Torodi, il y a beaucoup de marchandises qui passent et la route était très insuffisante de la plateforme. C'est pourquoi on a agrandi pour permettre aux usagers de se déplacer sans gêne. Et c'est dans le cadre aussi de la modernisation de la ville de Niamey. Quant au calvaire des habitants de Goudel et de Tondibia, il sera bientôt un mauvais souvenir car l'État et ses partenaires ont engagé pour une durée d'1 an les travaux de bitumage de la route Goudel-Tondibia faisant jonction avec une double voie sur le boulevard Askia Mohamed. Les deux font une distance de 18 km. Boulevard Mali-Bureau, on a vu que c'est une voie de 2 fois 2 voies de 6 mètres plus interplan central de 8 mètres et qui est fait en pavé avec des trottoirs et puis des caniveaux. Parce que maintenant l'État a compris que le grand problème de Niamey c'est l'assainissement. Tant que Niamey n'est pas assaini, il y a des problèmes. Donc maintenant dans tous nos projets routiers, on prévoit de l'assainissement, on fait des caniveaux de part et d'autre de la route pour pouvoir évacuer rapidement les eaux afin que les gens ne soient pas dans la boue tout le temps. Le boulevard il fait 2 km 906. Voilà, il fait 2 km 906. Actuellement, la première partie elle est bitumée à 100%, à peu près 1 km 400. Donc le reste des travaux suivra et sans problème. La route Goudel-Tondibia, elle a plusieurs caractéristiques. Elle a au moins 3 caractéristiques. Du PK0 au PK1400, je pense, il y a des sections qui sont différentes pour les autres PK. Donc on espère, avec le déguerpissement, que les travaux seront achevés dans les délais. Un autre aspect important, la SATOM emploie 350 ouvriers alors que les 15 sous-traitants du projet utilisent 650 employés, ce qui fait un total d'1 millier de nos compatriotes employés pendant les 12 mois qui durent le projet. Aucun de ces chantiers ne traîne car les autorités attachent du prix au suivi régulier des travaux. Le niveau d'exécution varie des travaux préparatoires à la finition totale. Par rapport au niveau d'avancement, comme vous avez dit, un chantier qui est terminé récemment, qui a été ouvert à la circulation. Il s'agit de la section urbaine de Niamey-Namaro-Farié. Donc là, c'est un chantier qui est terminé dans le délai. Vous savez, il y a eu 2 phases. Il y a eu la phase rase campagne qui a été
inauguré le 18 décembre 2012 par le président de la République. Et après, il y a eu la tranche conditionnelle qui a concerné donc l'élargissement au niveau de la section urbaine en 2 fois 2 voies, avec ce que vous avez vu comme installation d'électricité, assainissement et marquage. Ce chantier a été réceptionné et tout s'est passé vraiment dans le délai. Maintenant, vous prenez la route Boudel Tondebia, avec le boulevard Askia Mohamed. C'est aussi un chantier qui se déroule normalement. Parce qu'à l'heure actuelle, le taux d'avancement des travaux est de l'ordre de 60%, pour une consommation de délai de 53%. Donc à ce niveau, on n'a pas de retard. Il y a une certaine avance par rapport à la consommation du délai. Nous avons bon espoir que ce chantier-là aussi va se terminer dans le délai, donc pour le bonheur des usagers. Le chantier de construction de l'échangeur place des Martyrs, vous savez, ça a été lancé il n'y a pas longtemps. Donc les travaux sont au stade préparatoire. Vous voyez que donc, la section est barricadée. Nous avons déjà effectué des sondages donc, pour l'étude du sol de fondation. L'entreprise est en train de s'installer, donc de construire sa base. Et il y a des travaux qui ont eu lieu de renforcement là où on a dévié le trafic, comme vous voyez la section qui passe devant le petit marché vers la BOA BIA. On a fait, c'est dans le cadre de ce marché-là qu'on est en train d'entretenir ces trajets-là. Ces trajets-là qui reprennent le trafic qui est dévié. Il y a aussi la route qui passe devant entre le musée et le CCFN. Cette route aussi va être en tout cas renforcée avec du bitume bitumineux. Et même ici au niveau de la section du rond-point hôpital qui va vers la porte, elle est fortement dégradée. Donc dans le cadre du même marché, il est prévu en tout cas de renforcer ces axes-là. Le chemin de fer, comme vous avez constaté, il y a à peu près donc un peu moins de 2 semaines la visite de son Excellence le président de la République sur le chantier. C'est un chantier qui a aussi démarré. Donc ça aussi, ce n'est pas seulement, ça ne concerne pas Niamey, ça concerne la boucle ferroviaire, qui est un autre programme, toujours dans le cadre du développement des infrastructures. C'est dans les engagements, en tout cas de son Excellence, de réaliser la boucle ferroviaire. Et on est passé donc une fois de la promesse à la concrétisation, si on peut le dire. Donc c'est un projet qui est en train de se concrétiser et nous avons bon espoir que ce projet-là va se dérouler normalement. A noter que la pose des rails de la boucle ferroviaire entamée au niveau de la gare 6 à la ceinture verte est déjà arrivée à l'aéroport, précisément au-delà du PK5, donc un peu plus de 5 km. Niamey, la coquette, c'est l'objectif assigné à Niamey-Niala, un volet important du programme de renaissance du président de la République Issoufou Mahamadou. Et à ce rythme, bientôt Niamey disposera de toutes les infrastructures d'une capitale moderne. Je vous donne à présent lecture de ce communiqué du Ben Isnex. Le Ben Isnex a constaté que lors des débats publics sur les médias, certains acteurs se permettent de se présenter comme des enseignants, chercheurs. Pour cette raison, le Ben tient à faire la mise au point suivante. Messieurs Hassan Boubacar et Maïna Karti Boukar ne sont pas des enseignants-chercheurs. Ils ne sont donc pas militants du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur. Les actes qu'ils posent n'engagent pas la responsabilité de la communauté des enseignants-chercheurs. Le Ben Isnex profite de cette mise au point pour rappeler à ses militants et militantes que le décret numéro 2013-201-PRN-MEM-SR du 31 mai 2013 portant approbation de la charte d'éthique et de la déontologie des universités publiques du Niger leur impose un devoir d'expression en termes mesurés et objectifs. L'enseignant-chercheur doit être une référence constante en termes de compétences, d'objectivité, d'intégrité et de tolérance. Pour le Ben Snex, le camarade secrétaire général Nabala Adara.
La suite de cette édition, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Abdoulaye Bo, est depuis ce matin dans la région de Maradi où se déroulent les travaux de la réunion annuelle des cadres de l'agriculture. Le ministre est accompagné du haut commissaire à l'initiative 3N, reportage Sanoussi Garba et Adine Algalas. La délégation ministérielle composée du ministre d'État Abdoulaye Bo, de la ministre de la Population Dr Mekibi Kadiatou Dandobi, le haut commissaire à l'initiative 3N, Allahouri Diallo, et l'ambassadeur du Royaume d'Espagne au Niger, a été accueilli par les autorités administratives, élus et coutumières, ainsi que plusieurs responsables centraux et régionaux. Aussitôt après son arrivée, le ministre d'État Abdoulaye Bo, en compagnie du haut commissaire à l'initiative 3N, a présidé la poursuite des travaux de la réunion annuelle des cadres de l'agriculture. Ouvert lundi dernier, les travaux de cette importante rencontre du ministère en charge de l'agriculture interviennent au moment où les paysans attendent de démarrer la campagne agricole. Ce matin, les travaux ont porté sur les communications des responsables des différents projets et programmes intervenant dans le domaine de l'agriculture et notamment les cultures irriguées. Environ 20 projets et programmes sur l'ensemble du territoire national vont mettre en œuvre une multitude d'actions et activités s'inscrivant en effet dans la dynamique de l'initiative 3N qui, dans sa phase actuelle, est sur son plan d'accélération. Aussi, les différents intervenants ont-ils donné des précisions, chiffres et montants à l'appui et les superficies sur lesquelles ils comptent intervenir si ce n'est déjà en cours pour cette année 2014. Tout ceci dans le cadre du renforcement des capacités des exploitants agricoles. Toute chose se rapportant opportunément au thème de cette rencontre, à savoir les exploitations agricoles familiales jouent les premiers rôles dans la fourniture des aliments, l'emploi rural et les revenus de la majorité des Nigériens. Elles sont de ce fait la cheville ouvrière de la mise en œuvre de l'initiative 3N. Cet après-midi, les travaux avant leur clôture ont porté sur la maison du paysan. À noter aussi que le ministre d'État Abdoulaye Bo, en compagnie toujours du haut commissaire à l'initiative 3N, se rendit à Giratawa sur le site des aménagements en extension sur une superficie de près de 400 hectares et pour lesquels l'État a déboursé la coquette somme de 3,120 milliards de francs CFA. À l'état actuel des travaux, l'ONAHA a pratiquement fini le surfaçage du périmètre, mais les exploitants, au nombre de 800, ont porté à la connaissance de la délégation ministérielle le problème des polices d'abonnement Nigélec dont le montant s'élève à 70 millions de francs CFA. Qui va payer la note? La question a été posée et le ministre d'État a préconisé pour un début de solution que les mairies concernées au nombre de 4 se concertent afin de voir dans quelle mesure elles peuvent intervenir. Autre difficulté, le Goulbi a débordé de son lit, les berges et voire le périmètre sont menacés. Ici, d'ores et déjà, le projet de mobilisation des ressources en eau PEMERSA s'est engagé à faire des travaux qui consisteraient à mettre des épis sur 36 km le long du Goulbi afin qu'il reste dans son lit. De son côté, la ministre de la Population, qui se trouve également à Maradi, a procédé ce matin en compagnie de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne à l'inauguration de la maison de la femme Goudia de la région de Maradi. Dr Mekibi Kadiatou Dandobi a aussi mis à profit son séjour à Maradi pour présider l'Assemblée générale constitutive du réseau des femmes élues locales du Niger. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. À l'instar des autres pays du monde, le Niger célébrera demain, 22 mai 2014, la journée internationale de la diversité biologique. Le thème retenu cette année est biodiversité insulaire ou biodiversité des îles. À cette occasion, le ministre de l'Environnement, Adamou Chefou, a livré un message. Conscient de l'importance et de la perte de la diversité biologique, le Niger a signé et ratifié cette convention respectivement le 11 juin 1992 et le 25 juin 1995. En effet, notre pays dispose d'importantes potentialités en matière de diversité biologique comportant les différents écosystèmes, la diversité spécifique et la diversité génétique de la flore et de la faune. Cette diversité biologique renferme en plus des biotopes 2761 espèces de plantes, 3200 espèces animales et 12 zones humides d'importance internationale. Notre pays a cependant fourni d'importants efforts en vue de protéger
cette diversité biologique si riche et variée. C'est ainsi que le Niger s'est doté depuis 1998 d'une stratégie et de son plan d'action en matière de diversité biologique. Les objectifs poursuivis par cette stratégie et son plan d'action s'intègrent parfaitement dans ceux définis dans l'axe 3 du PDS 2012-2015 portant sur la gestion des ressources naturelles et la sécurité alimentaire. Mieux, il concourt à la mise en œuvre de la stratégie de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens, chers à son Excellence M. Alhaji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, et son Excellence M. Brigitte Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie en général et du nouveau plan stratégique 2011-2020 en particulier, plusieurs actions ont été menées par notre pays, dont l'une des plus importantes est la création en mars 2012 de la réserve naturelle nationale et culturelle de Termit-Tintouma d'une superficie de 9 700 000 hectares pour la protection des antilopes sahélo-sahariennes. Le thème de la diversité biologique insulaire retenu cette année a été choisi pour coïncider avec la décision de l'Assemblée générale des Nations unies de désigner 2014 comme étant l'année internationale des petits États insulaires en développement. À l'échelle mondiale, environ 1 milliard de personnes sont tributaires du poisson comme principale source de protéines animales. Malheureusement, les ressources des océans diminuent dangereusement sous l'effet de la surpêche, de la pollution ou du réchauffement climatique. Cette baisse est particulièrement inquiétante dans les pays du Sud où le poisson, source de revenus pour des millions de personnes, revêt une importance majeure en termes de sécurité alimentaire. Le Niger, malgré son enclavement, dépend en grande partie de la biodiversité marine pour la satisfaction des besoins nutritionnels. Sur le plan de l'équilibre écologique, il faut aussi noter qu'il existe une étroite interrelation entre les écosystèmes marins et terrestres. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Binta Fouri Ibrahim, séjourne dans la région du Zender, où elle a effectué plusieurs visites dans les départements du Taketa, Kanché et Magaria. Le résumé de ces étapes avec Sandana Tahi et Laoli Babali. La ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire, Binta Fouri Ibrahim, a visité la direction départementale de l'aménagement du territoire de Taketa. Plusieurs difficultés ont été soulevées au niveau de cette direction. Dans le cadre du volet appui à la sécurité alimentaire de l'initiative 3N, Taketa a bénéficié d'une banque d'intrants agricoles et de charrettes asines qui ont également été visitées par la délégation ministérielle. Elle s'est ensuite rendue sur le site de récupération des terres de Dangoudaou, département de Kanché. Au total, 30 hectares de terres dégradées ont été récupérés pour une enveloppe de 25 millions de francs CFA payés à 400 ménages vulnérables en 4 mois. Les femmes ont également bénéficié des appuis pour exercer des activités génératrices de revenus, notamment embauche ovine ainsi que des actions d'accompagnement comme formation en technique d'élevage, en alphabétisation et en gestion des fonds communs. La ministre Binta Fouri a visité la direction départementale de l'aménagement qui souffre de problèmes de vétusté des locaux alors que le bâtiment devant abriter celle-ci a été construit depuis 2007 à coût de plus de 40 millions de francs CFA. Ces locaux restent toujours inoccupés par faute de connexion d'eau et d'électricité. Après Kanché, le département de Magaria, où la délégation ministérielle est arrivée tard dans la nuit. Elle y a visité à Akwaya le marché de bétail, le magasin de stockage des intrants agricoles, d'aliments de bétail et le site maraîcher de ce village.
Partout où elle est passée, la ministre déléguée à l'aménagement du territoire et au développement communautaire a transmis aux populations les salutations fraternelles du président de la République, chef de l'État Mahamadou Issoufou, et les encouragements du Premier ministre, chef du gouvernement Birji Rafini. Les préparatifs du Hajj 2014 vont bon train. L'annonce a été faite ce jour au siège du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah par son secrétaire général au cours d'un point de presse qu'il a animé, une sortie médiatique devenue une tradition au Coho depuis qu'il a la charge de l'organisation du Hajj et de la Umrah au Niger. Comme vous le savez, les préparatifs du Hajj sont bien en cours. Nous tendons vers la fin de la phase administrative qui comprend entre autres l'établissement des passeports qui se déroule normalement vu la disponibilité des imprimés en nombre suffisant. L'inscription des pèlerins qui se déroule aussi normalement dans nos locaux. À ce niveau, nous avons jusqu'ici enregistré pratiquement pas de grosses difficultés et nous avons enregistré à ce jour 3060 pèlerins qui sont inscrits, soit à peu près le tiers, sinon le quart, des 12 000 pèlerins qui constituent le quota du Niger. Les étapes suivantes en termes d'action sont d'abord la désignation des compagnies de transport aérien. Le processus est enclenché. Bientôt, l'appel d'offres sera lancé pour la contractualisation avec les compagnies aériennes qui seront, comme l'année passée, nous l'espérons, au nombre de 3 ou 4 pour permettre l'acheminement dans un délai court des 12 712 pèlerins nigériens. Ensuite, la mise en état du pèlerin. Là, nous vous informons que le département formation et encadrement va bientôt organiser un séminaire sur la formation à l'endroit des encadreurs des agences. Puis suivront les visites, les supervisions, des centres de formation des agences. Et nous l'avons déjà constaté, certains centres sont déjà opérationnels chez certaines agences que nous avons déjà visitées. Nous saluons au passage cet acte. Des dispositions en Arabie Saoudite, cette année, les autorités saoudiennes ont pris quelques mesures nouvelles dans le cadre de l'édition 2014, notamment en ce qui concerne la restauration des pèlerins dans les lieux d'hébergement à la Mecque et à Médine. Cette mesure, heureusement, a été reportée pour être appliquée effectivement à partir de l'année prochaine. Donc cette année, nous avons conseillé déjà nos agences de pèlerinage, nos pèlerins, de tester au moins cette mesure pour être en mesure de le faire avec beaucoup plus d'efficacité et de performance l'année prochaine. Comme vous le savez, mesdames, messieurs, mademoiselles, les journalistes, la mission du COHO est de réduire la souffrance des pèlerins nigériens. Cette mission, nous sommes déterminés à l'accomplir. Donc, aucune intimidation, aucun propos discourtois ne peut nous détourner de cette mission, Inch'Allah. Nous sommes une institution, comme vous le savez, de l'État. Nous sommes un service rattaché au cabinet du Premier ministre et nous effectuons notre mission avec discernement et en impliquant à chaque fois que c'est nécessaire toutes les agences parce que c'est nos partenaires essentiels. Ce que nous souhaitons de tous les acteurs, c'est qu'ils fassent son travail, rien que son travail. Maintenant, pour ce qui concerne les conditions, je pense que, comme vous le savez, il y a des circonstances qui font que certaines situations échappent à certaines agences et à certains partenaires. Et même les journalistes, souvent, ils affirment certaines choses sans venir vérifier la source. Donc c'est en appelant à cette observation ou cette observance de chercher la vérité et de faire le travail, rien que le travail par rapport à la déontologie et par rapport à un certain nombre d'aspects juridiques, que nous appelons tous les acteurs à faire en sorte que le pèlerinage de cette année soit un succès meilleur que celui de l'année passée, Inch'Allah. Je vous remercie. Par rapport au passeport, tenant compte de l'indicateur de l'établissement des passeports comparativement à l'année passée, nous pensons que nous sommes dans les délais. Mais comme les agences
déposent les demandes au niveau de la DST, la Direction de la Surveillance Territoriale pour l'établissement. Ils n'ont pas les réponses immédiates, spontanées. C'est pour cela qu'elles se plaignent. Or, ici, nous avons constaté à la même date qu'on a reçu plus d'inscriptions que l'année passée. Donc, ce qui fait que nous ne nous inquiétons pas. Mais nous prenons en compte cette lenteur. Mais personnellement, moi, je me suis rendu à la DST, j'ai vu le directeur. Il m'a fait savoir que le problème n'est pas tellement, n'a pas une grande ampleur. Il s'explique essentiellement par le fait que les personnes qui ont été impliquées dans l'affaire des faux passeports l'année passée ont été dégagées. Ce qui fait que leur équipe est réduite. Donc, ils ne peuvent pas répondre à la demande effective de l'établissement des passeports. C'est pour cela que ça tarde, mais nous l'avons demandé de vraiment faire en sorte de trouver quelques renforts pour essayer d'accélérer le rythme. Séance de lecture du Saint-Coran ce matin à la grande mosquée de vendredi d'Agadez en faveur de la paix, la sécurité, la quiétude sociale dans notre pays. Le gouverneur de la région Garba-Mekido, présent à cette cérémonie, a par la suite effectué des visites dans 2 établissements scolaires. Compte rendu Mohamed Madou et Nassir Nakakali. Cette prière collective autour de la lecture des versets coraniques s'inscrit dans le cadre du renforcement de la culture de la paix, de la cohésion sociale et de l'unité nationale, des priorités fondamentales auxquelles les autorités gouvernementales attachent du prix sous la houlette du président Issoufou Mahamadou. Se conformant à cette logique des instances dirigeantes, les oulémas d'Agadez procèdent à intervalles réguliers à des invocations divines. Ils se retrouvent dans la communion des cœurs et des esprits, à la mosquée Emiskini, symbole évident d'une forte civilisation islamique. Les marabouts étaient ce matin nombreux à répondre présents au rendez-vous périodique. Ils ont effectué le déplacement de la grande mosquée de vendredi pour participer à l'unisson à la lecture intégrale du Saint-Coran et à réciter des louanges prophétiques. Le gouverneur d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, le SGA de la région Abdourahmane Moussa et l'honorable sultan de l'Aïr Oumarou Ibrahim El Haji Oumarou ont pris part à ces prières collectives. Dans leurs invocations, ils ont imploré la grâce d'Allah, le miséricordieux, afin qu'il bénisse le Niger et nous gratifie d'un hivernage fécond au seuil de l'installation de la saison des pluies. Signalons par ailleurs que de la grande mosquée, le gouverneur d'Agadez a effectué 2 visites. Le colonel-major Garba Mekido s'est rendu d'abord à l'école primaire aéroport, un établissement dont 3 classes ont été endommagées par les eaux d'une fosse septique et d'une fuite de tuyaux d'adduction d'eau potable d'un voisin immédiat. Après moult tergiversations, un compromis a été trouvé entre l'administration et le propriétaire de la maison. Ce dernier, sous la pression des autorités régionales, acceptera de supporter les réparations en traitant les fissures internes et externes et en stabilisant les bâtiments affectés. D'ores et déjà, comme l'a constaté le gouverneur Garba Mekido, les travaux de réfection ont commencé. En plus du colmatage des brèches sur les murs lézardés, un ouvrage cimenté de confortation de la structure permettra de sécuriser l'école. La direction régionale de l'urbanisme assure le suivi technique des travaux, ce qui n'est pas le cas à la Médersa Dar al-Quran, seconde visite du gouverneur d'Agadez. Cette école privée a été victime en mars dernier d'un incendie ayant ravagé la quasi-totalité de ses classes. Son promoteur s'est évertué à reconstruire sur leurs cendres de nouveaux blocs de matériaux définitifs. Le colonel-major Garba Mekido a malheureusement déploré le manque de suivi technique du chantier, une négligence pouvant exposer les élèves à des risques liés au non-respect des règles en matière de construction des infrastructures scolaires. Sur le financement de l'Union européenne, le réseau nigérien de formateurs en gestion non violente des conflits et le ministère de la Justice ont procédé ce matin à l'hôtel Gaoué de Niamey au lancement officiel du projet de promotion de gestion pacifique des conflits ruraux à la base pour une cohésion sociale et une paix durable en milieu rural. Compte rendu Ismaël Daouda et Abdou Sidikou. Le projet qui sera lancé au cours de cette activité contribue à la gestion adéquate des tensions et conflits en milieu rural à la base pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. En ce sens, il vise à renforcer les capacités des acteurs de la chaîne des conflits ruraux et les dispositifs de conciliation pour la gestion équitable des conflits dans le respect des droits et intérêts de toutes les couches socio-professionnelles.
Ce projet fait suite à un appel à proposition locale pour le Niger dans le cadre du programme TIC et autorités locales dans le développement du programme d'action annuel 2012 de l'Union européenne. Au regard des acteurs et groupes cibles visés par l'intervention, le réseau Genovico a sollicité et obtenu l'engagement du ministère de la Justice et de l'association des chefs traditionnels pour se positionner en partenaire direct dans la mise en œuvre de ce projet. Plusieurs activités seront entreprises et dont la mise en œuvre nécessite un financement. Financement qu'a bien voulu accorder l'Union européenne pour la mise en œuvre du projet à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA, a indiqué le chef de la délégation de l'Union européenne. Le ministère de la Justice s'est aussi associé dans cette démarche tout en accompagnant le projet dont l'objectif cadre avec la vision des autorités qui continuent de faire de la paix et de la cohésion sociale leurs préoccupations. Je viens de relever que dans les actions du projet, il est envisagé le renforcement des capacités des magistrats, des chefs traditionnels et des préfets en prévention et gestion non violente des conflits. À ce titre, je voudrais vous assurer du soutien des plus hautes autorités de la 7e République dans toutes les actions de votre projet en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Ainsi, les actions programmées par ces projets vont se concentrer sur un développement inclusif dont bénéficieront toutes les régions du pays à travers la diversité des composantes sociales. Les assises de la première session ordinaire du Conseil national de la statistique se sont ouvertes ce matin à Niamey. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée à l'auditorium Sanibako du ministère des Affaires étrangères et de la coopération sous la présidence du directeur du cabinet du ministre des Finances. Reportage Hajarabaka et Abdullah Hamidou. Cette session, au cours de laquelle sera examiné et validé le document de la deuxième stratégie nationale de développement de la statistique 2014-2018, permettra de doter le Niger d'un cadre national de référence définissant les axes prioritaires sur lesquels l'ensemble des acteurs du système statistique national doivent s'appuyer pour élaborer et mettre en œuvre les différentes opérations statistiques. Au plan national, le suivi et l'évaluation de vos différents cadres de développement, notamment le plan de développement économique et social 2012-2015, l'initiative 3N, les différentes stratégies et politiques sectorielles et des différents programmes nous imposent de disposer d'un appareil statistique performant, capable de fournir régulièrement et à temps les données statistiques de qualité. Les crises économiques et financières qui secouent le monde ont montré aussi l'intérêt pour chaque pays de disposer de données statistiques fiables et à jour qui lui permettent de pouvoir suivre et évaluer la situation et partant être capable d'anticiper en prenant à temps les mesures appropriées. C'est donc conscient de ces enjeux que le gouvernement du Niger réaffirme son engagement de faire du système statistique national un outil crédible et performant au service de la communauté nationale et internationale. Cette deuxième stratégie se particularise par l'inscription de la demande qualité au cœur du processus de la production statistique nigérienne. C'est pourquoi, à partir de cette année déjà, des actions de sensibilisation seront engagées au niveau de tous les acteurs du système pour s'assurer de leur engagement sur la démarche. Ouverture toujours ce matin à Niamey des travaux d'un atelier de bilan annuel des activités du programme de développement inclusif à la base PRODIB CBM au titre de l'année 2013. Objectif, faire le bilan des réalisations 2013 et dégager les perspectives 2014. À côté Oglassan et Moudachirou Mojamila pour le compte rendu. Cette réunion vise à faire le bilan de l'exercice 2013 du programme de développement inclusif à la base PRODIB. Bilan qui permettra de dégager les forces et les faiblesses du programme pour une meilleure intervention en 2014. C'est aussi un cadre d'échange pour sensibiliser tous les autres acteurs sur l'impérieuse nécessité d'inclure les personnes handicapées qui constituent une couche importante de notre population. Il faut donc les impliquer et les inclure en promouvant des mesures spécifiques comme des mesures d'ordre intégratif.
Cette initiative vient renforcer les actions des autorités nigériennes dans la recherche du mieux-être des populations. Cette initiative cadre parfaitement avec les priorités du gouvernement de la 7e République définies dans le plan de développement économique et social PDS et l'initiative 3 ans les Nigériens nourrissent les Nigériennes, à travers lesquelles l'État œuvre à garantir le mieux-être aux populations nigériennes. Les jardins de survie sont une parfaite illustration des actions salvatrices menées par PRODIP pour une véritable autonomisation des personnes handicapées et leurs familles. PRODIP est mise en œuvre par CBM et ses partenaires pour une amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées.